heureux de pouvoir venir vous parler d'ACS sur la même mission, puisqu'on a cet instrument sur le Trace Gas Orbiter d'ExoMars, qui est donc une mission partagée entre l'Europe et la Russie. Donc, voici voilà, le sommaire. Je vais faire une petite partie un peu historique, puisque cette mission elle a quand même une histoire assez particulière. Je trouve que ça vaut le coup de le rappeler. Je m'arrêterai sur les caractéristiques de l'instrument, de ce qu'il est censé réaliser, a priori ce qu'il est capable de faire, et puis évidemment, le plus important, ses résultats. Alors, je n'ai pas tout montré, j'ai choisi de me focaliser sur 3 points. ACS fait d'autres choses. Bon, aujourd'hui, pour avoir le temps d'aller peut-être un petit peu plus dans le détail, je me suis arrêté sur 3 points en particulier. Évidemment, si vous avez des questions sur d'autres choses, je serai prêt à y répondre. Voilà, donc commençons par le début et parlons de cette histoire qui nous a mené d'une molécule, le méthane, un ATGE. Alors, je pense qu'il est tout à fait pertinent de dire que c'est en 2004 que tout a commencé, année où Mars Express, avec l'instrument PFS, a livré la première détection du méthane autour de Mars, qui a beaucoup agité la communauté, alors que cette même année, d'autres équipes de par le monde faisaient le même type de découverte. Et donc, la communauté a été plongée dans un émoi parce que cette découverte a une connotation très particulière. On sait que sur Terre, l'essentiel du méthane provient du vivant. Donc, les allégations éventuelles des liens ou pas avec une biologie active sur Mars ont commencé à sortir, évidemment. Et puis, chemin faisant, d'autres équipes ont fini aussi par corroborer ces résultats, en particulier l'équipe de Mouma avec ses observations sol, qui ont aussi rapporté l'existence du méthane. Alors, on parle de quantités assez faibles, hein. On parle de molécules par milliard, ppBV. Mais néanmoins, l'ensemble de ces détections concordait avec l'idée qu'on aurait un méthane aux alentours de quelques dizaines de ppBV et susceptible de varier temporellement et spatialement, ce qui a beaucoup comment dire, ému la communauté. Parce qu'en fait, on sait que le méthane, c'est une espèce qui devrait avoir une durée de vie assez longue dans l'atmosphère de Mars. Et ça a été très bien expliqué dans un article publié la même année que l'article de Mike Mouma et collègues, où on comprend que pour arriver à reproduire les observations telles que Mouma les a rapportées, il faudrait invoquer à la fois une source extrêmement puissante de méthane, comparable à ce que produit la dorsale médio-atlantique en continu, mais aussi un puits de méthane bien plus puissant que ce que la théorie semble prédire. Une théorie sur la chimie oxydante que l'on a pu tester, qu'on a déjà validée sur des espèces comme les autres, qui sont extrêmement réactives, et donc a priori la plus contraignante d'un point de vue photochimique. Alors, en fait, cet article, il sortait à un moment donné où on avait de plus en plus, je dirais, de questionnements sur la réalité de ces détections. L'article de 2009 se faisait fort de démontrer que tout ce qui pouvait être pris en compte d'un point de vue instrumental avait été pris en compte. Mais néanmoins, pour donner les implications qu'apportaient ces détections, je dirais que la communauté a commencé tout doucement à s'armer d'arguments pour voir comment on pouvait intégrer le méthane dans le décor martien. Et donc, à cette époque, déjà en 2009, Kevin Zalney, chercheur à la NASA, était assez critique lui aussi avec la détection telle que l'a rapporté Mouma, avait invoqué le fait qu'il pouvait y avoir une fusion éventuelle avec un isotope du méthane terrestre, hein, puisque les observations étaient faites depuis le sol, et qu'en invoquant les effets Doppler, on avait une chance non négligeable de confondre le méthane terrestre avec le méthane martien. On avait posé en fait les bases pour que la communauté soit complètement mobilisée derrière une idée, celle d'aller
qu'était autour de Mars l'existence du méthane, en essayant d'apporter des réponses fermes, pour ne pas dire définitives, et ce grâce à un concept d'orbiteur qui était proposé conjointement à l'époque par la NASA et l'ESA, qui s'était rapproché dans le cadre du programme ExoMars. L'ESA a cherché un partenaire, elle était en grande souffrance pour mener à bien son programme ExoMars, et elle a trouvé dans la NASA un partenaire fiable et volontaire pour l'emmener sur Mars et déposer 2 rovers en même temps, chose qui ne s'est pas faite. Par la suite, la NASA s'est désengagée. Mais dans ce deal, l'ESA avait accepté de fournir un orbiteur sur lequel serait placée une charge utile entièrement dédiée à la détection des gaz traces, avec comme premier objectif celui de confirmer l'existence du méthane. Et donc ça, c'est une histoire qui nous a beaucoup, dans la communauté française, beaucoup concernés. On a essayé de porter une proposition dans le cadre de l'appel d'offres qui avait été émis par l'ESA et la NASA en 2010, si je me rappelle bien, en 2009. Et on avait monté un consortium avec le LESIA, qui avait été force de proposition dans le concept optique en particulier, pour tenter de se faire une place au sein de cette mission. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. On a attiré beaucoup de je dirais, de frustration, mais en même temps, on a partagé une belle aventure et qui ne s'est pas totalement terminée. Néanmoins, la vie de la mission a continué, malgré le départ de l'ESA, de la NASA, qui a laissé place en fait à la Russie et l'agence russe, Roscosmos, et le projet d'orbiteur Gastras a été maintenu dans ce contexte, avec un envoi prévu pour 2016 qui devait normalement embarquer cet atterrisseur Schiaparelli sur lequel j'avais aussi quelques intérêts, qui malheureusement n'a pas survécu à l'atterrissage. Et donc 2016 envoie de cette sonde qui comporte à son bord plusieurs instruments, en particulier 2 instruments, des spectromètres relativement proches l'un de l'autre, infrarouge, très haute résolution, dédiés à la détection des gaz traces et du climat, et 2 autres instruments, l'un pour donner normalement une information contextuelle avec l'imagerie, donc ça c'est Cassis, c'est le stéréoimageur qui est fourni par la Suisse, et le spectromètre neutron FRIEND, qui faisait partie en fait de la charge utile russe qui occupe 50% de la sonde. Donc ACS, instrument russe avec une participation française, celle du LATMOS, et Nomad, instrument belge. Les deux étant censés fournir la science pour l'étude des gaz traces et aussi pour le climat martien au sens large. Donc, où essaye-t-on d'aller chercher le méthane en particulier avec ces instruments? On utilise la bande principale du méthane dans l'infrarouge moyen, autour de 3 microns. On voit ici bien représenté par une petite illustration produite par Geronimo Villanueva, où on voit différentes raies, celle du CO2, et on s'aperçoit qu'autour de 3 microns, on a toute une famille d'hydrocarbones qui ont des raies d'absorption très intenses, et en particulier le méthane. Là, on voit ici la branche Q. Et donc, les 2 instruments Nomad et ACS ont une couverture qui est à la fois complémentaire et recouvrante, donc, notamment dans la gamme du méthane, ce qui est quand même pratique quand une espèce qui est aussi, je dirais, sujette à controverse a besoin de moyens de détection fiables et, si possible, qui peuvent être corroborés indépendamment. Donc, la charge utile de TGO, vous la voyez là. On voit les caractéristiques, on va dire, principales. Comme je le disais, des charges utiles, en particulier entre Nomad et ACS, relativement complémentaires en termes de couverture spectrale et en termes aussi de résolution spectrale, puisqu'on atteint plus de 30 000 de résolution dans la gamme en particulier du méthane. On cherche une résolution fine parce qu'on veut séparer les raies du méthane de celles de la vapeur d'eau qui sont présentes et qui peuvent créer un aliasing qui n'est pas forcément très facile à défaire du reste de l'inversion. Donc, ACS. Donc, alors les caractéristiques principales de l'instrument sont données ici. C'est quand même un beau bébé de 33 kg qui produit entre 1 et 3 gigabits par jour, qui sont renvoyés vers la Terre. Alors, les moyens de télémétrie de TGO sont gigantesques. Mars 2020
d'ailleurs s'en félicite parce qu'il est un gros utilisateur de TGO qui, en retour, lui permet de télécharger beaucoup de données. Et on voit décliner ici les caractéristiques spectrales de chaque canot qui fonctionne pour fabriquer l'instrument ACS tel qu'il est, à savoir l'infrarouge proche, le NIR, qui est un concept AOTF couplé à un réseau échelle. Le canal MIR, sur lequel je vais beaucoup passer de temps aujourd'hui. Et puis, vous voyez les modes d'observation sur la droite, donc les occultations dans les nœuds ascendants et descendants de l'orbite. Donc, l'orbite est circulaire, quasi polaire, et on a deux opportunités d'occultation par orbite. Et on est aussi capable de faire, entre les deux, des séquences de nadir qui vont concerner soit le canal infrarouge thermique et proche quand on est du côté jour, ou soit seulement le canal infrarouge thermique quand on est côté nuit. Alors, il y a une question qui se pose régulièrement s'agissant des occultations, c'est la problématique de la poussière. Donc, on dit souvent que l'occultation, c'est quand même un moyen de détection qui est limité par sa capacité à sonder les couches profondes. Alors, c'est en partie vrai, ce n'est pas une réputation qui est infondée, mais malgré tout, on s'aperçoit, et ça, c'est les résultats que nous ont produits SPICAM au cours du temps, et qui ont été rapportés pas tout à fait encore rapporté dans un article, j'ai mis la date de 2018, mais en fait, c'est le moment où cette figure a été produite, et où on voit représenter ici le coefficient d'extinction de la poussière. Donc, quand ça devient rouge, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de poussière, et généralement, en dessous du rouge, on n'a pas grand-chose parce qu'on ne voit plus le soleil. Donc, ça nous permet néanmoins de constater que dans le contexte martien, on a des endroits, on a des fenêtres où il est possible d'accéder à la surface, très proche de la surface, en dessous de 10 km. Et quand TGO est arrivé, il arrivait à une saison qui était de 180 de longitude solaire, donc cette saison-là. Donc, il y avait certains endroits de la planète où on pouvait se rapprocher assez significativement de la surface d'après SPICAM. On voit que par la suite, c'est assez commun, notamment dans les hautes latitudes. Donc, l'instrument ACS, vous voyez ici, dans sa belle enveloppe dorée de MLI avant le lancement, en phase de test à Liki. Vous voyez une ouverture qui est faite où on voit le schéma 3D de l'instrument MIR. Et donc, cet instrument MIR, il a un intérêt particulier, et je pense que l'ESA a participé de manière significative à l'élaboration de ce concept. Donc, c'est un spectromètre à dispersion croisée, donc qui couple un réseau échelle pour permettre d'obtenir une très grande résolution spectrale, et un séparateur d'ordre de diffraction, donc un réseau secondaire, qui est positionné sur un miroir en rotation. Donc, en fait, de manière instantanée, on n'est pas capable d'accéder à la gamme totale d'ACS MIR, savoir entre 2,3 et 4,2 microns, mais on est capable de disposer une vingtaine d'ordres de diffraction qui, les uns ajoutés aux autres, représentent environ 300 nanomètres de gamme spectrale, ce qui est déjà une bonne fenêtre sur la capacité totale de l'instrument. Donc, la résolvance de l'instrument est estimée actuellement à 30 000. Initialement, elle était prévue qu'elle soit à 50 000. On a une petite dégradation dans l'optique qui fait qu'aujourd'hui, on a une résolvance de 30 000, qui reste quand même, je crois, à ce jour, ce qui se fait de mieux autour de Mars, et ce qui n'a jamais été fait auparavant. Et un point à noter, et là c'est l'électronique qui nous aide, c'est la capacité de l'instrument à intégrer de manière extrêmement rapide et cumuler les intégrations de façon très efficace. Donc typiquement, on produit 1 à 2 images qui sont le composite de 100 à 200 images intégrées les unes avec les autres, ce qui permet d'obtenir des rapports signal à bruit assez extraordinaires. Donc là, on a étalé, quand on regarde le soleil directement, on a un rapport signal à bruit qu'on a estimé à plus de 10 000. Voilà, donc cet instrument très performant nous permet de scanner la gamme spectrale entre 2 et 4 microns, d'aller chercher le méthane, d'aller chercher la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, c'est des espèces qui sont un petit peu partout, le monoxyde de carbone, H2O, et d'autres espèces que je me ferai fort d'essayer de vous présenter par la suite. Alors, en synthèse, les performances affichées par ACS sont représentées ici.
Pour la problématique des gaz abondants, on a deux manières de s'intéresser à eux, soit en occultation solaire, donc on fait du profilage typiquement pour la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, ce qui nous permet en particulier de récupérer la température, pour le CO, les aérosols, les nuages, éventuellement l'oxygène. Et puis au nadir, eh bien, on fournit des cartes de température, notamment avec le canal infrarouge thermique. Et on est aussi capable normalement de mesurer la vapeur d'eau en colonne intégrée ainsi que d'autres espèces. S'agissant des gaz traces, on ne les obtient qu'en détection, en occultation solaire. Donc aussi bien avec les trois canaux, que ce soit MIR, NIR ou TIR. Et vous voyez ici toutes les espèces qu'il est envisageable d'intercepter autour de Mars, des hydrocarbones, des espèces soufrées, des espèces halogènes, des isotopes de l'eau et du CO2, et puis les espèces azotées. Donc tout ça, pour lesquels on a une connaissance qui, pour le moment, est de l'ordre de la limite supérieure, pour l'essentiel, et ben on espère un petit peu compléter cet inventaire ou, à minima, améliorer ces limites supérieures. Alors, voici une petite illustration que je voulais intégrer à cette présentation, qui est tirée de l'article de Korablev et al. 2018 qui présente l'instrument, et où on essaye de recenser un petit peu les grands objectifs s'agissant de notre compréhension de l'atmosphère de Mars et comment ACS peut contribuer au débat. Donc, on voit en haut la chimie conventionnelle, où un certain nombre d'espèces sont appliquées, en particulier la vapeur d'eau, qui fournit des radicaux hydroxyles qui sont responsables de la stabilité du CO2 à terme, c'est-à-dire il y a un recyclage de CO2 en CO qui après redevient CO2. Et ça, c'est grâce aux radicaux hydroxyles produits par l'eau, qui eux-mêmes ont tendance à réagir de manière très rapide avec l'ozone. Donc, il y a tout un pan de la recherche martienne sur lesquels ACS est censé se pencher. Une chimie potentiellement liée à l'activité de la poussière, une électrochimie qui a été une hypothèse fournie à l'époque où on voulait expliquer la disparition rapide du méthane. Donc, on espère, avec ACS, pouvoir participer au débat, mais de manière assez marginale. Nos performances pour OH en particulier et HO2 sont quand même pas extraordinaires. Et puis, les autres espèces qu'on cherche encore à détecter sur Mars et qui pourraient avoir quand même un lien assez fort avec le reste de la chimie martienne. Bien. Alors, si vous voyez en haut à droite, le logo a changé et son nom est Myrtis. Alors, Myrtis, ça doit avoir une consonance un peu particulière au LESIA, notamment quand on sait ce que la mission Vénus Express comportait comme instrument, en particulier Myrtis. Et ça, c'est simplement pour rappeler que cette illustration, elle date de cette époque où on avait fomenté ce projet de faire cet instrument pour TGO, qui s'appelait Myrtis et qui reposait lui aussi sur un concept de dispersion croisée, dont on aura pris une partie, en tout cas une partie des propriétés, et qui est devenu ACS. Donc voilà, un petit rappel historique, pas inutile. Alors, premier questionnement, méthane, qu'en est-il? Méthane est-tu là sur Mars? C'était le but de TGO. Alors, entre 2010, où les principales études étaient sorties, et 2018, on a un événement majeur, c'est l'arrivée d'MSL, avec son Sample Analysis at Mars, sa spectrométrie de masse, associée à de la détection par laser accordable. Donc ça, c'est une technique qui est développée sur Terre pour être capable de mesurer des espèces comme le méthane, comme le CO2, comme la vapeur d'eau, et qui ont été développées spécifiquement pour se joindre à l'aventure MSL. Et donc, on attendait beaucoup de ce petit instrument, donc TLS, fourni par l'équipe de Webster du JPL, et qui, dans un premier temps, a fait une première publication indiquant qu'aucun méthane ne pouvait être recensé dans le cratère de Gale, ce qui n'est pas venu complètement, je dirais, remettre en cause l'existence du méthane au sens large, mais qui était un premier caillou dans la chaussure de l'histoire du méthane martien. Et puis, dans un deuxième temps, l'équipe MSL a continué d'enquêter, a continué d'accumuler des mesures et a fini par produire des
des détections jusqu'à 7 ppb. Donc, encore assez loin de ce qui avait pu être déjà rapporté par le passé par d'autres, notamment PFS, Krasnopolsky ou Mouma, mais qui commençait à venir s'ajouter au faisceau de détection et donc apportant une preuve que le méthane pouvait être là. Et dans un troisième temps, juste avant que TGO démarre sa phase scientifique, TGO arrive en orbite autour de Mars en 2016, démarre sa phase scientifique en 2018. Troisième temps, et là, sans doute quelque chose d'encore plus saisissant que ce qui avait été reparté juste avant, c'est l'existence d'un signal de fond du méthane, c'est-à-dire pas des pics intermittents qui apparaissent comme ça à certains moments, sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais un signal que TLS était capable de récupérer en utilisant ce qu'on appelle un mode enrichi, où il est capable de concentrer tous les gaz traces en retranchant dans la fabrication de l'échantillon une grande partie du CO2. Donc le mode enrichi permet d'enrichir d'un facteur 30, donc d'être beaucoup plus sensible en théorie à la présence de méthane. Donc, il va sans dire que cette signature qui a dans un premier temps été perçue comme signature saisonnière, et après, dans un deuxième temps, on a dit, ben oui, on peut faire à peu près passer n'importe quel signal, ce n'est pas significatif, mais est venu quand même, je dirais, apporter un éclairage très particulier sur les méthanes martiens. Et donc, c'est là que TGO et ACS entrent en jeu. Donc, dès 2018, phase scientifique de TGO qui démarre en avril, et on cumule les observations et on joue fréquemment une position très particulière du réseau secondaire qui nous permet d'aller chercher les 300 nanomètres qui entourent la branche Q du méthane, où on voit ici représenté. Je vous ai mis une petite image du détecteur qui correspond à cette zone de la gamme spectrale, où on voit les ordres de diffraction qui sont superposés les uns au-dessus des autres. Et donc, on voit aussi comment les différents ordres de diffraction sont déclinés et comment ils se positionnent en rapport des raies suspectées du méthane. On utilise l'ordre 178 pour aller chercher le CO2. L'idée avec le CO2, c'est de pouvoir aboutir à un rapport de mélange, que ce soit pour une limite supérieure ou une détection. Donc, alors, théoriquement, ACS est capable de produire des détections à un niveau extrêmement fort. Donc là, on fait un exercice théorique, on essaie de voir comment on peut propager un rapport signal à bruit typique d'ACS à travers une routine d'inversion qui nous renvoie une abondance de méthane avec sa barre d'erreur. Et donc, on s'aperçoit que la densité numérique de méthane peut être mise en relation du rapport signal à bruit dans une relation log linéaire. Et si vous allez un petit peu plus loin et que vous vous dites, bon, ben, cette densité numérique de molécules de méthane, je la ramène à une densité numérique de CO2, et ben, on peut transformer cette sensibilité en une limite supérieure. Et donc, en théorie, avec un SNR de 10 000, ACS est capable d'aller chercher, de gratter le PPTV dans les basses couches. Typiquement, quand les conditions sont bonnes, et on verra que c'est ce que ACS a été capable de faire. Alors là, vous voyez des exemples de spectres qui ont été produits par ACS. On voit l'ordre 178, où le dioxyde de carbone est cherché et trouvé, puisqu'on sait qu'il existe. On voit différents ordres, en particulier l'ordre 182, où des raies de vapeur d'eau dominent, on dirait, l'absorption. Et puis, entre les deux, normalement, on va chercher la branche R du méthane martien, qui est la branche la plus intense et pour laquelle eh bien, on n'est pas capable de trouver une détection fiable. Et on voit ici des absorptions synthétiques qui représentent de 20 ou 100 ou voire 500 pptv selon les ordres que l'on utilise. Donc, simplement pour vous montrer qu'avec les spectres, on est capable d'aller chercher cette sensibilité théorique de manière assez flagrante. Et donc, derrière, d'envisager d'en tirer une climatologie. Ce qui a été fait dans Korablev et al. 2009, donc papier Nature, premier article qui est sorti des données ACS, et qui reporte les tentatives de détection effectuées par NOMAD et ACS,
et qui sont confrontés aux valeurs rapportées par MSL, où on voit cette oscillation-là qui occupe l'année martienne de 0 à 360 degrés de longitude solaire. Et donc, on voit que les limites supérieures de ACS et de Nomade sont placées très en dessous des niveaux les plus bas rapportés par MSL, puisque ces valeurs de fond sont situées en dessous du ppb, alors que des pics ont été trouvés à plusieurs ppb. Donc, la couverture que l'on a ensuite utilisée nous a permis de compléter cette première, je dirais, série de tentatives qui a occupé essentiellement l'année qu'on appelle martienne linéaire 34. Donc, ça, c'est un jargon très, très martien. On a martienne linéaire qui a une numérotation qui démarre dans les années 50 et qui a été gardée depuis. Et donc, c'est l'année, en 2018, où on a vu cette tempête globale occuper une grande partie de l'atmosphère de Mars et venir un petit peu chahuter nos tentatives de détection, parce qu'évidemment, quand on a beaucoup de poussière, c'est beaucoup plus difficile de faire un sondage propre. Mais néanmoins, ce sondage, un peu avant la tempête de poussière, indique déjà qu'on n'est pas très loin des limites qui étaient pressenties pour ACS. Donc, on a complété ces tentatives de détection par de nouvelles tentatives jusqu'à novembre 2020. Et puis, on a assemblé un jeu de données qui a couvert l'année 34 et une partie de l'année 35, et que vous voyez représenté ici. Donc, ici, vous avez, on va dire, des statistiques sur l'inversion qui vous démontrent comment les abondances de méthane qui ont été retrouvées se comparent avec les barres d'erreur qui ont été estimées. Donc, on a appliqué quelques filtres statistiques. En particulier, on a fait en sorte que quand les Ki2 qui étaient obtenus étaient ramenés, enfin, induisaient, s'ils étaient très supérieurs à 1, induisaient une augmentation de la barre d'erreur pour prendre en compte les effets délétères, les effets instrumentaux, les divers biais. Et donc, on s'aperçoit ici qu'aucun point ne dépasse les 1 sigma, ce qui peut être assez choquant d'un point de vue de la statistique, mais quand on se rappelle qu'on tronque un peu la statistique en appliquant ce facteur multiplicatif de la racine carrée du Ki2, on n'est pas trop choqué de se retrouver dans cette configuration. Donc, néanmoins, pas de détection et on cherche surtout à voir à quel niveau on se situe. Donc là, vous avez pour 3 zones de latitude reporté tous les points d'observation et les limites supérieures du méthane sur une échelle log en pptv. Et on s'aperçoit qu'on a une sorte de genou en flexion qui nous amène vers la zone 15 km, qui est à peu près l'optimal pour la détection, l'optimal en altitude. On n'a pas trop de poussière, en même temps, on a assez de masse d'air, donc c'est une sorte de trade-off entre ces deux considérations. Et c'est à cette altitude qu'on trouve a priori les limites inférieures les plus faibles, mais surtout les plus fréquentes. C'est là où on a une grosse densité de points. C'est ce que veut signifier le code couleur. Si on regarde ce qui se passe dans les latitudes moyennes qui entourent l'équateur, on a beaucoup moins de points déjà, parce que, en particulier, on a beaucoup plus de poussière. Alors ça, c'est une constante de l'atmosphère de Mars. Elle n'est pas très, comment dire, elle nous aide pas beaucoup à trouver, voilà, à faire de bons sondages au niveau de la ceinture équatoriale. Donc là, vous voyez la même chose rapportée en latitude. Donc, on voit les différents points où on cherche pour chaque profil les meilleures limites supérieures. Et on navigue typiquement entre 0 et 100 pptv la plupart du temps. Et on a de temps en temps quelques accès proches de la surface, en dessous de 5 km, parfois jusqu'à 2-3 km. Donc, on a des moments où l'observation peut être extrêmement favorable. Alors, on est passé de Corablev et al. La nature à un deuxième papier publié en 2021 qui est venu compléter toute l'année martienne de peur limite. Et c'est à cette occasion qu'on a pu réduire encore la limite globale de 20 pptv qui a été de 50 pptv qui avait été annoncée dans Corablev en 2019 et qu'on a ramené à 20 pptv dans ce nouveau jeu de données où la zone où la première partie de l'année martienne est beaucoup plus favorable à la détection. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins de poussière et que effectivement, on voit des upper limites qui descendent assez significativement.
Alors, près de Gaël, qu'est-ce qui se passe? On se dit, MSL envoie, il faut essayer d'aller voir si, ACS a quelque chose à dire, ou au moins des contraintes à apporter sur ce qui se passe autour du cratère. Donc, sur ce jeu de données qui a été publié, on a pu recenser 7 ou 8 mesures qui se sont rapprochées du cratère de Gaël. Et les meilleurs upper limits qu'on a pu retrouver sont aux alentours de 100 pptv. Donc, on est un peu plus proche, je dirais, des valeurs de MSL. Et donc, on n'est pas encore tout à fait en capacité de pouvoir contredire très fermement ce que MSL a publié. Donc, en synthèse, après une année et demie d'année martienne d'études, ACS confirme l'absence généralisée de CH4. Ce que vous voyez ici, c'est les moyennes en upper limit sur des intervalles de 15 degrés de VLS. Alors, même si on n'a pas trouvé de méthane, par contre, ce qu'on a trouvé, c'est des choses qui n'étaient pas forcément attendues et qui ne sont pas inintéressantes du tout. Notamment des nouvelles raies de CO2, donc associées à un isotope de CO2, 628. Et aussi l'ozone. Alors, on sait que l'ozone est présent, on sait que l'ozone a une signature en absorption dans l'infrarouge, mais on n'avait pas suspecté qu'on puisse le voir de manière aussi flagrante, notamment dans certains moments, puisque l'ozone a tendance à se concentrer là où il n'y a pas beaucoup de vapeur d'eau. Et donc, c'est quelque chose qu'on arrive à percevoir à certains moments de l'année, à certains endroits, et c'est l'objet d'un nouvel article. Alors, cette moyenne, je l'ai déjà dit, 20 pptv. Tout ce qui a été fait près de Gaël est plus ou moins contraignant pour la thématique à minima de la dispersion du méthane, s'il y en a. Néanmoins, réconcilier TGO avec MSL requiert soit qu'on reste dans un schéma classique de chimie conventionnelle, qui voudrait que Gaël soit la seule source de méthane et que l'émission n'ait pas duré plus de 10 ans. Donc, il faudrait qu'MSL ait une chance à peu près sur 100 000 de tomber exactement au bon endroit et atterrir proche de la seule source de méthane martienne. Ou alors, on est dans un cas où la chimie conventionnelle ne tient plus et il faut invoquer un mécanique extraordinaire qui permet de réduire la durée de vie de CH4 au moins d'un facteur 1000 sans impacter les autres espèces, en particulier les espèces. Donc, il faudrait que ça soit une chimie qui ne soit pas trop oxydante. Donc, il faut trouver quelque chose. Donc, autant dire que l'histoire n'est pas tout à fait terminée et que, évidemment, pas mal d'équipes se déploient pour essayer de proposer des scénarios dans lesquels on puisse faire coexister ces deux contraintes fortes que sont TGO et MSL. Alors, juste un dernier point. En 2019, publié très récemment dans AEA, un pic de près de 20 ppv a été perçu en juin 2019. Ils ont mis 2 ans à publier ce pic, mais voilà. L'idée, c'était aussi de fournir un cadre un peu théorique. Et là, c'est associé à une étude de dispersion avec un modèle Méséo-Shell. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc, voilà où on en est. Si on rapporte toutes les détections, toutes les tentatives qui ont été faites depuis 1995, finalement, quand on regarde bien, il y a beaucoup de détections qui ont été rapportées. Ça a démarré, alors, je dirais, le grand boom, ça a été Formisano et PFS. Mais il ne faut pas oublier que derrière, on a eu Mouma, on a eu Krasnopolski, on a eu d'autres équipes qui sont venues indiquer que le méthane était potentiellement présent. Donc, moi, avec ACS et TGO, on est plutôt dans le camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui disent qu'on n'en trouve pas et que c'est très, très dur de pouvoir expliquer sa présence. Mais on est obligé de coexister avec cette communauté qui a fourni ces données. Et il faut trouver un moyen de déterminer qui a raison, qui a tort. Alors, un peu moins exotique que le méthane, je vais me pencher sur une espèce halogène. Alors, dans la feuille de route de TGO, évidemment, il n'y avait pas que le méthane, il y avait d'autres espèces traces, en particulier des espèces liées à une activité géophysique, des espèces comme des espèces soufrées, des espèces azotées, des espèces halogènes, dont on sait qu'ils sont produits sur Terre par les volcans. Et donc, on avait dans cette kyrielle de gaz un nombre important de gaz qu'on était susceptible de trouver avec ACS. Alors, je vais m'appesantir sur HCl, parce que vous l'aurez compris, c'est ce qu'on a réussi à observer.
Simplement pour dire qu'avant qu'on fasse nos observations, HCl n'avait jamais été recensé et Herschel, avec l'équipe de Paul Hartog dans le signe millimétrique et un certain nombre de scientifiques du LESIA, avait établi une limite supérieure de 200 pptv dans le signe millimétrique. Donc vraiment une limite extrêmement contraignante. D'ailleurs, on n'a pas forcément la capacité d'avoir une limite supérieure aussi forte. Néanmoins, on a pu voir HCl apparaître dans nos spectres en utilisant exactement la même configuration que celle qu'on utilise pour le méthane. On a pu recenser jusqu'à 1 à 4 ppbv de HCl. On a 12 raies qui viennent confirmer cette présence dans des proportions tout à fait bien consistantes les unes avec les autres. Et donc cette découverte, pour la petite histoire, on l'a fait quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'on était l'équipe ACS, des gens qui ont un peu les mains dans le cambouis, étaient réunis pour une réunion d'équipe qu'on avait programmée à l'étranger. Et puis, dans le fil des discussions, on s'était mis à parler des différents gaz volcaniques. Et puis, tout d'un coup, il y en a un qui a dit « Et regardez, je crois que je vois quelque chose dans les spectres. » Effectivement, Kevin Olsen, qui était à l'époque qui avait passé un certain temps en l'Atmos en postdoc et qui est parti après Oxford, avait réussi à identifier dans ces spectres la présence de HCl. Alors, en fait, cet HCl est très particulier. On le voit sortir de Terre, entre guillemets, notamment quand il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère. Donc là, ici, vous avez une frise, on va dire, temporelle, qui couvre un bout de l'année martienne 34, un bout de l'année martienne 35, et qui est marquée par l'apparition de la grande tempête de poussière. Et c'est là qu'on voit se concentrer le plus de détection. Donc, en fait, à partir du moment où on a commencé à avoir beaucoup de poussière dans l'atmosphère, on voit du HCl. Il sort du bruit, il émerge. Et il se présente sous la forme d'un profil qui typiquement est d'abord concentré sous les 35 km, et puis qui a une variation selon l'altitude qui est assez particulière, selon qu'on soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Ça fait une couche détachée à plus de 25 km, ou est un peu plus concentrée en dessous de 15 km. Donc, au début, on s'était dit, ah là là, on a peut-être la preuve que là, on a un dégazage, on a peut-être quelque chose qui se passe avec la croûte. Enfin, voilà. Bon. Et puis, en fait, on s'est aperçu assez rapidement que ce lien potentiel avec la surface ne tenait pas, et que le cycle dans lequel le chlore était plutôt impliqué devait requérir essentiellement des échanges entre la surface et l'atmosphère. Alors, on sait qu'il y a du chlore, beaucoup, dans la composition de la surface de Mars. On le voit sous forme de sel, on voit, il y a tout un tas de manières d'envisager la présence de chlore dans la surface. Il a été vu de toute façon. Et donc, l'idée, ça serait plutôt que ce chlore serait transporté par la poussière, serait libéré une fois qu'il est dans l'atmosphère, grâce à des réactions impliquant la vapeur d'eau, pour former HCl, donc chlorure d'hydrogène, in fine, et puis éventuellement reprécipiter en surface. Alors, on ne peut pas totalement exclure la possibilité d'un volcanisme actif, et vous verrez que dans la suite de cette étude, on pourrait avoir des raisons de penser que la messe n'est pas complètement dite au sujet d'un volcanisme actif. Mais néanmoins, le schéma le plus vraisemblable, compte tenu de ce qu'on a vu, compte tenu des corrélations qu'on voit avec la vapeur d'eau et la poussière, il est vraisemblable que ce chlore soit plutôt un recyclage quasi permanent et qui nous permette de détecter HCl à la faveur de certaines conditions. Donc, un deuxième papier est sorti, un papier par Oleg Korablev dans un premier temps, au début d'année 2021, qui a ensuite été suivi par un papier par Kevin Olsen, qui était vraiment l'instigateur de la découverte, et qui, globalement confirmait ce qui avait été trouvé dans la première année martienne, où on avait pu faire ces détections, à savoir une émergence du HCl au moment où la poussière est la plus présente, donc typiquement dans la deuxième partie de l'année, là où on a beaucoup de tempêtes de poussière. Et puis, voilà, on voit ces profils qui apparaissent avec du HCl. Par contre, au moment de la félie, c'est-à-dire dans la première moitié, au moment où essentiellement on ne voit rien, et bien de temps en temps, on tombe sur des observations où le HCl est présent. Et là-dessus, on n'a pas d'explication pour le moment.
peut-être que ça donne une certaine place à l'idée qu'on ait un dégazage quelque part. Bon, difficile encore de pouvoir trancher sur cette question. Peut-être qu'on arrivera de manière assez cohérente à regrouper le tout, mais on a quand même des choses qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là. Avec la résolution spectrale, on est capable d'en dire un petit peu plus aussi sur les isotopes de HCl, comparé notamment avec ce qu'il y a sur Terre. Et ça, c'est un travail qui a été mené par Sergej Trofimowski, qui a trouvé que les isotopes principaux de HCl avaient à peu près le même rapport que sur Terre. Donc, des choses intéressantes. Affaire à suivre. On continue d'investiguer et on verra dans le futur s'il y a d'autres choses à dire. Donc là, je vais terminer par l'eau. Alors, la vapeur d'eau, je ne sais pas si tout le monde dans l'audience connaît comment se comporte l'eau dans l'atmosphère de Mars. Il faut savoir qu'il y en a assez peu, hein. Il y a quelques micromètres précipitables dans l'atmosphère. Il y en a beaucoup en surface, de manière conséquente. On la voit bien sous forme essentiellement de la calotte polaire nord que vous voyez en photo ici. Alors, il est important de considérer, quand on s'intéresse à l'eau, à l'aspect cycle climatique saisonnier qu'on connaît sur Mars et qui est en partie dicté par l'effet des saisons. Hein. On a une obliquité qui est comparable à celle de la Terre. On a de la poussière qui va dans l'atmosphère, réchauffe l'atmosphère très fortement, ce qui fait qu'on a une température ici qui est montrée, qui est très fortement corrélée dans le deuxième graphe, avec la quantité de poussière présente dans l'atmosphère. Et ça, c'est parce que la poussière, quand elle est amenée dans l'atmosphère par les vents, quand elle est en lévitation, elle se met à réchauffer l'atmosphère. Et puis, vous avez aussi la partie eau. Donc là, les nuages qui se forment quand il fait froid, quand il fait plus froid, notamment au moment de la phélie. Donc, première partie de l'année, on a des nuages. Mais c'est aussi le même moment où la calotte polaire nord est exposée et relâche des grandes quantités de vapeur d'eau qui va ensuite se répandre. Donc, le signal principal de la vapeur d'eau sur Mars, signal saisonnier, il est produit par la présence de la calotte polaire nord qui relâche de grandes quantités de vapeur d'eau, notamment pendant le printemps et l'été de l'hémisphère nord. Alors, c'est un cycle qui est globalement bien compris, bien reproduit, et qu'on comprend assez bien, on va dire, sur la partie horizontale, donc c'est-à-dire dépendance, latitude, longitude solaire, spatio-temporellement, ça. Alors là où on a beaucoup moins de contraintes observationnelles, c'est sur la verticale. Pendant longtemps, on a vécu avec un seul profil qui était tiré des données Phobos, une mission qui date des années 80, qui ensuite a été complété par SPICAM sur Mars Express, qui a fourni un jeu de données très intéressant et relativement contraignant, et qui nous a appris que, en fait, même si la vapeur d'eau est souvent confinée en dessous de 20 à 40 km, on peut la détecter dans un état de forte état de saturation au-dessus de l'hygropo, ce qui n'était pas attendu, ce qu'on ne voit quasiment pas sur Terre d'ailleurs. Donc typiquement, même quand vous avez des nuages de glace qui se forment, qui indiquent que la vapeur d'eau est en état de saturation, eh bien, vous pouvez avoir un état de subsistance, en état de sursaturation, avec des niveaux relativement importants. Donc là, on a un rapport de saturation qui peut atteindre 10, et vous le verrez, ACS a confirmé cela. Donc, qu'en est-il d'ACS? Eh bien, là, ce sont les résultats du canal infrarouge proche qui sont venus nous éclairer et qui sont rapportés dans un article d'Anna Federova en 2020. Je vois que je vais déborder significativement. Philippe, n'hésite pas à me rappeler à l'ordre. Si tu peux finir avant 5 heures, on est ravis. D'accord, ça devrait le faire. Là. Je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Et donc, les données qu'a produit Anna avec ACS-NIR sont assez uniques parce qu'elles combinent à la fois la capacité à sonder la vapeur d'eau, mais aussi à produire des profils de température qui sont nécessaires pour connaître l'état de saturation de l'atmosphère. Et on voit des choses très, très, très frappantes se produire, notamment pendant la tempête globale de poussière, là, que je vais vous montrer ici. Là, c'est ici. Donc, si vous regardez mon curseur, vous voyez. Donc ça, c'est la première tempête globale de poussière. Et on voit la vapeur d'eau qui monte très haut, ici. Et cette vapeur d'eau, eh bien, elle est capable d'atteindre des altitudes qu'on ne la croyait pas capable d'atteindre. On avait commencé à pressentir cet effet avec SPICAM, mais là, on a vraiment un jeu de données beaucoup plus contraignant. Et on s'aperçoit que même si la tempête de poussière a projeté beaucoup d'eau dans l'atmosphère, eh ben, de manière plutôt, on va dire, d'un point de vue climatique,
plus régulier, cette vapeur d'eau est capable de franchir déjà ces limites quasi inaccessibles pour la vapeur d'eau le reste de l'année. Donc beaucoup de vapeur d'eau avec un état de sursaturation qui est relativement important. Donc, le concept d'hygropause se retrouve un petit peu ébranlé. C'est-à-dire l'idée qu'au-dessus de l'hygropause, on devrait trouver très peu de vapeur d'eau parce qu'il fait trop froid, que l'eau a condensé, a formé des nuages. Eh bien, à la lumière de ces résultats, ce concept-là ne tient plus vraiment. Et donc, ça, ces résultats ont été confirmés. Le papier là est en cours d'écriture. On voit cette année de Marchenière 35, deuxième partie de l'année, saison chaude, beaucoup de poussière dans l'atmosphère, beaucoup de vapeur d'eau à très haute altitude. Donc, on a un cycle qui se répète chaque année martienne. Et on voit bien que le reste du temps, la vapeur d'eau est en très petite quantité. OK. Et donc, ça, c'est venu briser un petit peu le schéma conceptuel qu'on a longtemps. Enfin, ce n'est pas ces résultats, ils sont venus confirmer un schéma qui était en train de s'installer au sein de la communauté et qui venait succéder à ce que Krasnopolsky et al. Avaient élaboré dans un de leurs modèles et qui reposait sur l'idée que pour pouvoir passer de l'eau dans la basse atmosphère à l'hydrogène dans la très haute atmosphère, eh bien, ça requérait une série de processus qui prenaient beaucoup de temps, typiquement plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et qu'on ne pouvait pas avoir une connexion directe entre ce qui se produisait dans la basse atmosphère, typiquement si on a beaucoup de vapeur d'eau qui est relâchée, et les phénomènes d'échappement. Et en fait, ce qu'on a vu, notamment ce qui a allumé la mèche, c'est la population des atomes d'hydrogène dans la très haute atmosphère. C'est les papiers de Mike Chaffin qui sont venus expliquer qu'en fait, cette vapeur d'eau que l'on voit pénétrer la très haute atmosphère, directement exposée aux photons UV, et permet de relâcher des atomes d'hydrogène très très hauts qui sont capables de rejoindre l'exobase. Alors que dans le schéma de Krasnopolsky, cela passe par la fabrication de molécules d'hydrogène qui doivent monter et après être libérées par une chimie ionisée qui prend un certain temps. Et donc, voilà, on est passé d'un paradigme à l'autre. Et ce qu'a porté les résultats d'Anna dans ce contexte, c'est que, aux saisons poussiéreuses, non seulement on va probablement à plus de 60 ou 80 km, mais on atteint facilement les 100 km, et qu'en plus, on a ces états de sursaturation qui nous permettent de ramener encore plus d'eau à très haute altitude. Donc, on a tout qui se combine pour forcer ce passage de l'eau et de l'hydrogène vers l'espace à travers la fabrication d'hydrogène à très haute altitude. Voilà. Alors après, il reste un point qui est relativement important, c'est celui du HDO, qui est lié à l'eau et qui peut être étudié exactement de la même manière. On a les moyens de le faire avec notamment ACS-MIR. Et on s'intéresse depuis très longtemps à ce rapport HDO sur H2O, qui est un indicateur qu'on utilise aussi sur les comètes. On se positionne toujours par rapport aux standards terrestres. Et on sait que sur Terre, sur Mars, on a un HDO qui est très enrichi par rapport à celui de la Terre. Ce que l'on comprend comme le résultat d'un échappement progressif de l'espèce la plus légère, à savoir l'hydrogène, qui a laissé derrière lui le deutérium s'accumuler et former de plus en plus de HDO avec le temps. Alors, ce qu'on évoque aussi sur Mars, et que l'on connaît sur Terre, mais de manière beaucoup moins prononcée, c'est des effets de fractionnement liés à la condensation du HDO. Car le HDO se condense, il a tendance à se condenser plus facilement que H2O et donc à être beaucoup plus concentré dans la phase glace. Donc typiquement, à 200 Kelvin, température typique martienne, on retrouve beaucoup plus de HDO dans la phase glace que dans la phase vapeur. Et ça avait été démontré par un article de Fouché et Lelouch en 2000, qui avait utilisé un peu la même approche que sur Terre et montré qu'on pouvait vraiment appauvrir les masses d'air au-dessus de l'hydropause en deutérium à cause de ce phénomène de fractionnement. Donc, le schéma qu'on peut avoir pour la vapeur d'eau, c'est-à-dire une absence de vapeur d'eau au-dessus de l'hydropause, est renforcée dans le cas du HDO, puisque le HDO a tendance à encore plus se concentrer dans la phase glace. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une variation du rapport des surhaches entre la basse atmosphère et la haute atmosphère, notamment dans une perspective où ces espèces finissent par s'échapper. Donc, les modèles 3D qu'on a développés par la suite nous ont permis de voir que non seulement on pouvait s'attendre à des choses qui se passent sur la verticale, mais aussi à grande échelle en fonction de la latitude. Et donc, ces modèles nous ont dit, grosso modo, que dans les régions les plus froides, les régions hivernales, on a un affaissement sur toute la colonne du rapport des surhaches parce qu'on a beaucoup de
beaucoup de fractionnement à la condensation qui se produit, on a des nuages, du givre qui se forme, et ça vient très significativement appauvrir l'atmosphère en HGO. Alors, qu'est-ce que nous dit TGO à ce sujet? Donc là, je vous montre le moyen utilisé pour la détection de HDO avec ACS, donc avec toutes les positions miroirs possibles utilisées par ACS. Et on voit en violet les raies de HDO se superposer à d'autres isotopes de l'eau, mais être très concentrées, notamment dans la position 4. Et la résolution spectrale d'ACS nous permet de séparer bien le HDO du reste des isotopes, en particulier l'isotope principal. Alors, les deux instruments concernés par ces mesures ACS et NOMAD ont travaillé de concert et ont produit deux articles qui disent grosso modo la même chose. Alors là, en fonction de l'altitude, vous voyez le rapport des surhaches. On peut directement se concentrer sur les graphes du bas où on voit le dessurage représenté. Et on voit bien que, indépendamment de ce qui se passe en termes de vapeur d'eau, donc très peu de vapeur d'eau à la Félie, saison les plus froides, beaucoup plus au moment des saisons les plus chaudes, on a toujours un affaissement en haut du profil en dessurage. Donc, a priori, cette deutéropause qu'on attendait, elle est bien confirmée par les mesures conjointes d'ACS et de NOMAD et donc de TGO au sens large. Il semble aussi, alors c'est encore confirmé, que les régions hivernales sont plus pauvres en HDO, mais c'est un petit peu plus difficile à mettre en évidence. Alors, ce qui est ressorti de nos travaux à ce sujet, c'est une chose qu'on n'attendait pas forcément. En fait, le niveau de deutéropause est si élevé que quand l'hydrogène et le deutérium sont produits, ils ne sont pas encore affectés par les phénomènes de condensation. Donc, la deutéropause, en fait, a un impact très mineur sur la problématique du fractionnement à l'échappement. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le rapport HDO sur H2O dans l'atmosphère basse est relativement préservé à très haute altitude. C'est-à-dire que la condensation n'a que très peu impacté. Le fractionnement principal se produit à la photolyse qui marche dans le sens opposé, c'est-à-dire qui a tendance à plutôt favoriser la production de deutérium. Et donc, on est dans une situation où on se dit que là, on se rapproche de plus en plus d'une information qui est extrêmement pertinente dans la problématique de l'échappement au sens large et intégrée sur le temps. Et ce qu'on attend maintenant, c'est de pouvoir se confronter aux données MAVEN, qui sont notamment dans l'UV, où on est capable de voir les raies du deutérium atomique et l'hydrogène, et qui devraient, à terme, nous permettre de trancher. Voilà, je suis vraiment désolé d'avoir largement débordé, plus que 45 minutes qui étaient allouées. En synthèse, donc, pas de méthane, vous l'avez compris. Difficulté pour réconcilier PFS, MSL, d'autres avec TGO. Au moins une nouvelle molécule, HCl, ce qui était quand même la quête de TGO à l'origine, c'était de trouver d'autres molécules aussi, mais qui vraisemblablement n'appliquent pas nécessairement une source géophysique active. Le devenir de l'eau et de sa capacité à s'échapper de Mars. Donc là, avec tout ce qu'on a récupéré en termes d'informations, on voit bien comment l'eau est capable de fabriquer l'hydrogène quasiment directement à partir de la vapeur d'eau qui est produite en surface. Donc ça, c'est un des thèmes récurrents dans l'exploration actuellement. Et puis les premiers profils de HDO qui aussi nous indiquent que la deutéropause, finalement, ça ne devrait pas trop compter dans la problématique de l'échappement. Voilà. Beaucoup d'autres choses qui existent actuellement, qui sont l'objet de recherches actives, qui seront publiées, notamment dans une issue spéciale de JR qui sera dédiée à TGO. Bon, je vous remercie et désolé d'avoir débordé, de vous avoir peut-être tenu éloigné de vos obligations. Merci beaucoup, Franck. Non, t'inquiète pas, c'était vraiment passionnant. Alors,